Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette 20e étape du Tour de France. On va revenir sur tout ce qui s'est passé sur cette étape du côté des Vosges, où ça a été animé aujourd'hui, avec un Thibaut Pinot qui était survolté. On reviendra sur tout ça, sur le bilan des Bleus et court au top les bonnets d'âne. Avant l'étape de demain, présentation. Demain, 8h. Petite horaire exceptionnelle parce qu'à 7h, il y aura la présentation des femmes, 8h pour les garçons. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, pour ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Et puis, vous pouvez aller voir EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Vous pouvez aller voir également sur les plateformes TikTok, la plateforme TikTok, pour les débriefs rapides juste après l'arrivée. Je vais y arriver. Et puis, vous pouvez aller voir également, si vous en avez moyen et que vous voulez soutenir la chaîne, eh bien, un super thanks. Ça fait toujours plaisir. Je remercie les gens qui l'ont fait. Étape numéro 20, le débrief. Ça a été encore du spectacle. Alors, est-ce que ça a été du grand spectacle? J'ai du mal. Parce qu'en fait, on a eu tellement de belles étapes sur ce Tour de France que c'est difficile de noter. Au bout d'un moment, sur le Giro, dès qu'il y avait un truc qui se passait, wow, putain, tout de suite 15 sur 20, quoi, parce qu'il y avait un truc qui se passait, c'était incroyable. Là, c'est vrai que sur ce Tour de France, bon, à part encore une fois l'étape de Nogaro, l'étape d'avant, donc qui était l'étape de Bayonne et l'étape de Bordeaux, sinon le reste, ça a été animé. Même l'étape de Limoges, par exemple, ça a roulé fort dans les 2 dernières heures de course. À Moulins, ça a roulé fort aussi. Donc on a eu plutôt des étapes très intéressantes. Et puis là, celle-là, forcément, elle est dure à noter parce que il y a le côté un peu subjectif. Moi, j'ai toujours dit avec Thibaut Pinot, ce mec-là restera dans l'histoire parce que c'est un personnage. Je dis, dans le sport, ce qu'on retient, ce sont les personnages. Les mecs qui n'avaient pas énormément de charisme, on les retient pas. Les mecs juste performants. Pour rester dans l'histoire, il faut être performant, mais il faut avoir quelque chose en plus. Par exemple, Poulidor. Poulidor, il était performant, mais pourquoi on se souvenait de lui? Parce que c'était le mec un peu paysan, mais parce que c'était le mec qui n'hésitait pas à s'arrêter pendant 45 minutes pour signer des autographes, même avec sa carrière. C'est dur quand tu es au top, juste au top, au niveau performance, de résister à l'épreuve du temps. Armstrong, aujourd'hui, un môme de 15-16 ans qui commence à regarder le cyclisme, je suis pas si sûr que ça, qu'il sache qui est Lance Armstrong, par exemple. Parce que Armstrong, c'était... Par exemple, encore pire que Armstrong, parce qu'Armstrong, il avait du charisme. Ça, on a beau le dire, il avait du charisme, et bon, après, il y avait le côté dopage, mais Ulrich, qui n'avait aucun charisme. Par exemple, aujourd'hui, trois quarts des gens ne savent pas qui est Jan Ulrich. Encore, là, c'est un exemple qui est plus criant, crédible, que Jan Ulrich. Et ce qui fera la différence pour moi entre un Pinot et un Vingegaard ou un Pinot et un Froome, c'est qu'un Pinot, c'est un mec qui est charismatique, et c'est ce qui fera la différence aussi, je pense, entre un Pogačar et un Vingegaard, c'est ce côté charismatique. Même si Pogačar gagne peut-être plus de grands tours et que Vingegaard les gagne tous, et je pense que Pogačar restera plus dans les mémoires que Vingegaard, comme Froome. Froome ou Geraint Thomas sont pas restés parce que Thibaut Pinot c'est autre chose, mais on y reviendra un petit peu après. Ça a été quand même une belle étape des Français et des Bleus même, avec Félix Gall aussi à l'avant, et puis une belle étape en général. Ça a été une belle journée de cyclisme. On avait le sentiment que malgré que beaucoup de coureurs n'avaient plus grand chose dans les jambes, qu'on voulait perdurer sur ce Tour de France, du spectacle, sur ce Tour de France qui a été énormément animé. Et c'est pour ça que je le disais hier, mais je vais me répéter encore aujourd'hui, il faut saluer les 150 coureurs qu'on aura à l'arrivée. Il y a Victor l'a fait abandonner, je ne sais pas s'il y aura d'autres abandons, mais
Il faut saluer tous ces coureurs qui ont permis d'avoir ce spectacle. C'est pas juste Pogačar, c'est pas juste Vingegaard qui ont permis à ce Tour de France d'être spectaculaire, c'est l'ensemble du peloton qui s'est donné à 100% et a fait que ce Tour de France soit aussi excitant à suivre, aussi passionnant à suivre pendant ces 3 semaines de course, qu'on n'a pas eu de lassitude. Alors certains, bon, j'ai bien vu au niveau des audiences, sont un peu partis après le col de la Lose, mais moi j'ai pas eu de lassitude, j'ai pas eu. Parfois il y a certains Tours de France, c'est vrai que putain à 5 jours de l'arrivée, tu te dis bon, c'est presque, enfin c'est pas c'est quand ça s'arrête, mais bon, tu te dis bon, ça serait bien qu'il y ait du spectacle, quoi, que ça arrive. Là, on en a eu tous les jours quasiment. Enfin, ça a été vraiment une très bonne course. Moi qui avais été très critique envers le parcours. Alors je pense toujours qu'il y avait un massif en trop, mais bon, le parcours a aussi permis spectacle, voilà. Mais comme je le dis souvent, ce sont les coureurs qui font la course. Si les coureurs, ils n'ont pas envie de faire la course, ils la font pas. Là, ils ont eu envie de faire la course. Ils ont eu envie de faire du spectacle et donc il faut saluer tous les coureurs du peloton. Pas de sondage, tout simplement parce que là en ce moment, entre la Coupe du Monde féminine, la préparation du Tour de France Femmes, j'ai pas encore fini d'écrire les parties histoire du Tour de France Femmes, et puis en plus j'ai pas le roadbook du Tour de France Femmes, donc c'est un petit peu le bordel pour les fins d'étape. Je suis obligé de le faire à la carte à l'ancienne, donc c'est un peu le bordel. Donc en ce moment, voilà, pas de sondage parce que pas trop le temps. Et puis bon, faut commencer à préparer aussi les championnats du monde de cyclisme. Et puis il y a cette fameuse Coupe du Monde de foot féminin qui prend quand même un petit peu de temps. Et puis il y aura le Tour de France Femmes, voilà. Donc il va y avoir du contenu sur la chaîne. Et puis il y a la Formule 1 en plus ce week-end. J'ai pas encore eu le temps de regarder un petit peu de Formule 1. Note de l'étape aujourd'hui. J'ai décidé de mettre 16 sur 20. J'ai hésité au niveau de la note, j'ai hésité par rapport même aux étapes d'hier en me disant est-ce que je mets plus que les étapes d'hier. Mais l'ambiance sur le bord de la route. L'ambiance et en plus, comme quoi en France on peut y arriver, un public qui était plutôt discipliné. Je dis bien plutôt discipliné, mais par rapport à ce qu'on a vu au Granon ou dans d'autres montées dans les Alpes, c'était plutôt bien discipliné sur les Alpes. Alors il y avait parfois des spectateurs sur le bord des routes, il y avait 2-3 mecs qui couraient un petit peu dans tous les sens, mais j'en ai vu beaucoup moins que dans les étapes alpestres. Et puis le COP Thibaut Pinot, ça avait été bien réalisé par la Fédération Française de la Loose et le fan club de Thibaut Pinot, bien entendu l'ambiance, parce qu'il y a l'excitation, parce que c'est Thibaut Pinot et que c'est pas n'importe quel coureur, on parle pas de n'importe quel pécor, parce que c'est un mec qui... Voilà, c'est la différence entre un Richard Virenque et un Lance Armstrong. Pourquoi Richard Virenque a toujours ce côté sympathique que n'a pas Lance Armstrong ou que n'a jamais eu Jan Ullrich? Parce qu'il y a un truc en plus. Voilà. C'est comme avec Contador. Vous savez, Contador, on lui a beaucoup moins reproché les affaires de dopage qu'à d'autres coureurs, mais parce que il était aussi spectaculaire. Beaucoup de gens lui reprochaient pas trop les affaires de dopage. Je lui reproche pas trop les affaires de dopage à Contador. Alors qu'il est techniquement dans l'affaire Puerto, parce qu'il était chez Liberty Seguros et qu'il a quand même été déclassé d'un Tour de France, mais il garde un côté, une cote de sympathie que n'ont jamais eu certains coureurs. Par exemple, je peux parler de la même époque de Denis Menchov, absolument pas sympathique. Personne ne se souvient de Denis Menchov, par exemple. Mais c'est la différence entre certains... C'est pour ça que je dis que quand tu veux rester dans l'histoire, certes, il faut être bon, mais il faut avoir aussi un truc en plus. Raymond Poulidor était plus populaire que Jacques Anquetil, comme Ocaña était aussi populaire que Eddy Merckx, alors que Eddy Merckx surdominait en France dans le cyclisme, mais voilà, Eddy Merckx avait peut-être un côté un peu moins sympathique que d'autres coureurs. Alors Luis Ocaña pendant sa carrière, parce qu'après il a été supporter du Front National. On passe au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Pinot. Je suis assez surpris quand même par deux choses. J'ai toujours été surpris par les gens qui ne comprenaient pas le phénomène Thibaut Pinot, qui ne comprenaient pas ce truc-là. Parce que quand tu es suiveur du cycliste, même si tu n'aimes ou tu n'aimes pas Thibaut Pinot, je pense que c'est impossible de ne pas comprendre ce qu'il arrive à provoquer chez les gens. Oui, il s'est raté parfois.
Oui, parfois il en a trop fait, parfois il a mal couru, parfois il y a eu une mauvaise gestion. Je pense au Tour de France 2020 par exemple, il y a une mauvaise gestion de sa blessure et sur la Vuelta d'après aussi. Mais Thibaut Pinot, c'est un truc en plus dans le cyclisme. C'est un côté où j'étais en train de me dire ça aujourd'hui. Il me fait penser à Johan Diniz en athlétisme, Thibaut Pinot. C'est-à-dire que Johan Diniz, bon, il a gagné des résultats. Il a eu le record du monde du 50 km. Il a également été champion du monde, champion d'Europe, mais il s'est aussi planté, Johan Diniz. Mais comme Thibaut Pinot, je crois que t'aurais beau... la raison n'a jamais eu de place chez eux. C'est-à-dire que la raison pour Thibaut Pinot, c'est dès qu'il tombe sur le Tour de France à Nice en 2020, il abandonne. Il doit abandonner. Pareil sur le Tour de France 2019 presque. Il faut qu'il abandonne après sa chute. Mais il y a un truc où la raison ne fonctionne pas avec ces mecs-là. Et Johan Diniz, pareil. Quand il est aux Jeux Olympiques à Rio, il faut abandonner tout de suite. Mais le mec veut aller à la fin de la course. Et il y a un truc qui est magique avec Thibaut Pinot. C'est pour ça qu'il me fait penser à Johan Diniz. Parce que c'est des mecs qui ont une aura. Même s'ils n'avaient pas eu de résultats, ils auraient eu une aura. Et en plus, il a eu des résultats. Alors, ce matin, j'ai entendu les grandes gueules du sport avec Stéphane Brun, basketteur Stéphane Brun, avec un énorme palmarès. Hein, c'est vrai, il a remporté 4 titres NBA. Non, parce que quand tu dis que Thibaut Pinot n'a pas eu de palmarès, déjà, il faut vraiment rien piper au cyclisme. C'est quand même un mec qui a fait podium sur le Tour de France, qui a des victoires d'étape sur le Tour de France, qui a remporté également le Tour de Lombardie à une époque où on revenait un petit peu dans le cyclisme. Donc dire que Thibaut Pinot n'a aucun palmarès, c'est être stupide. Et surtout en plus quand tu t'appelles Stéphane Brun et que tu n'as jamais foutu les pieds en NBA par exemple, ce qui est au niveau du basket, Stéphane Brun, c'est pas Tony Parker, quoi. Donc, que Amélie Mauresmo le dise, que Alain Prost le dise, déjà ça m'aurait choqué, mais Stéphane Brun encore plus. Donc ça serait bien dans les grandes gueules du sport qu'avant de faire un débat, ils s'informent sur le sport en question, parce que ça leur permettrait d'éviter de dire des grosses conneries, ou d'inviter Jérôme Pinault, voilà, par exemple. Mais bon, quand un de tes chroniqueurs dans l'émission c'est Jérôme Pinault, ça montre déjà le niveau de l'émission. Mais du côté de Pinot, c'est un mec à part. Je sais pas si on dit toujours ça et puis après on arrive à avoir d'autres mecs qui le font pareil. Mais Thibaut Pinot, je pense que dans 20 ans, ça serait comme Poulidor. C'est-à-dire que dans 20 ans, ça sera comme Poulidor. On le regardera en mémoire en France. Peut-être même plus qu'un Romain Bardet. Mais parce que Romain Bardet, moins charismatique, il a jamais réussi à déclencher des mouvements de foule, Romain Bardet. Alors c'était bien ce qu'il faisait, c'est propre, mais c'est presque trop propre. Chez Pinot, il y a un truc en plus. Et c'est ce qui fait la différence, voilà, entre les gens un peu hors normes, comme Thibaut Pinot, comme Thomas Voeckler aussi. Thomas Voeckler, quand on regarde bien le palmarès de Thomas Voeckler, il est bien, mais il y a Pierrick Fédrigo. La différence entre lui et Pierrick Fédrigo, du charisme, une attitude, un truc différent des autres coureurs qui fait qu'il sort du lot, qui sort du moule de manière assez formidable. Virenque, pareil. Ce côté, on va dire, un peu simplet, mais qui a plu tout de suite aux gens. Simplet, c'est un peu méchant ce que je dis, mais c'est vrai que c'est pas non, comme je l'ai dit souvent, c'est pas la truite la plus oxygénée du bassin, hein, Charles Virenque. Ce que n'a jamais réussi à faire Jalabert. Jalabert était moins populaire que Virenque. Par exemple, si je prends de la même génération, Jalabert il est populaire, il a gagné des grandes courses, plus de grandes courses que Virenque, mais moins populaire que Virenque. Il y avait un truc en plus. Alors même s'il était populaire, hein, Jalabert, mais Virenque c'était au-dessus. Et pour tout vous dire, moi quand j'ai commencé à regarder le cyclisme, j'ai appris très tardivement qu'il était dans l'affaire Festina. Virenque, parce que bon, à l'époque, quand je regardais le cyclisme, quand j'étais jeune, déjà l'affaire Festina, vous savez que mes parents regardent pas le sport, donc ça avait pas, tu vois, c'était pas un truc que je connaissais plus que ça. Et pour moi, on pouvait pas idolâtrer un mec qui avait été pris pour dopage à ce point-là. Mais Virenque, c'était autre chose.
Voilà, et il y a beaucoup de gens c'est même marrant parce que maintenant, Virenque, c'est presque persona non grata dans le monde du cyclisme. Il y a certains gens, certaines personnes qui feraient presque de la cancel culture avec Virenque. Alors qu'il y a plein de gens qui se sont émerveillés des performances de Virenque, l'étape de Saint-Flour en 2004, par exemple, ou Paris-Tours quand il fait cette échappée avec, je crois, Jackie Durand en duo. Et qui maintenant voudrait nous faire croire que en retirant les personnes qui ont été dopées du monde de cyclisme, que ça changerait grand chose. Parce que c'est vrai que un mec qui s'est dopé ne peut pas avoir fait une erreur. C'est-à-dire que... Et il est forcément dopé à vie et forcément il a fait des conneries à vie. C'est un peu le cas de la mentalité de certaines personnes. Et du côté de Pinot, du côté de Virenque, les gens veulent plus dire maintenant qu'ils ont apprécié les étapes de Richard Virenque. Ça fait bien de dire j'ai aimé les étapes remportées par David Moncoutier. Par contre, si tu dis j'ai gagné, j'ai aimé les étapes remportées par Richard Virenque, ça fait comme si tu étais pro pour le dopage. Bon. C'est triste, le monde de 2023 qui ne sait pas faire la part des choses. Du côté parce que je rappelle que Richard Virenque a eu quand même une carrière après s'être fait choper pour dopage. Du côté de Warren Barguil, belle étape. Alors c'est fou parce que Warren Barguil, c'est quand même un Tour de France assez dingue. Il finit le Giro, on a l'impression quand même qu'il a pris beaucoup d'échappées mais qu'il est un petit peu fatigué. Début de Tour de France qui n'est pas exceptionnel, championnat de France qui était pas mal, mais début de Tour de France qui n'était pas exceptionnel. Et il est monté en puissance au fur et à mesure de la course pour finir très fort en troisième semaine. Alors là, on ne leur a jamais laissé énormément de crédit, mais c'est assez surprenant la course de Barguil. Moi, je trouve que la course d'Arkea n'est pas ratée parce qu'on ne s'attendait pas à grand-chose de Arkea. Ils n'avaient pas vraiment quelqu'un pour le général. Pour les victoires d'étape, on savait que ça allait être compliqué. Ils sont à leur place, je trouve, à la fin de ce Tour de France. Alors, ça montre aussi que s'ils veulent rester en World Tour l'année prochaine, il va falloir recruter du monde à l'intersaison. Ça serait bien de recruter Arnaud Démare, par exemple, mais d'autres coureurs. Ça serait bien aussi d'avoir un coureur qui puisse jouer le général d'un grand tour. Mais pour moi, Arkea, ils font pas un tour déconnant. Des équipes, par exemple, je pense à DSM, même EF, hein. EF fait pas un tour incroyable. On s'attendait peut-être à mieux du côté de EF, on s'attendait à une victoire d'étape qu'on n'a pas eu du côté de EF. Mais je trouve que Arkea, ils ont fait des placettes, Mozzato, Barguil, Guglielmi également. Donc voilà, ça a été un tour assez intéressant. Et puis il y a des coureurs qui vont peut-être prendre de l'expérience grâce à ce Tour de France et qui vont progresser à l'avenir. Donc ça peut être bien aussi. On les retrouvera, je rappelle, sur le Tour d'Espagne, du côté de la Vuelta. Est-ce qu'il y aura Bueni ? Une grande question autour de Nasser Bueni qu'on n'a quand même pas beaucoup vu, qui est tombé à plusieurs reprises quand même cette année. Plus moins Félix Gall. Je crois qu'il n'a pas assez cru en ses chances. Je crois que quand il s'est retrouvé avec Vingegaard et Pogacar, il s'est dit je vais quand même rouler. Il a eu un petit complexe d'infériorité, Félix Gall, parce qu'il n'aurait pas fallu qu'il roule. Il fallait forcer Vingegaard à rouler et Pogacar à rouler. C'était pas à lui de rouler. C'était pas à Félix Gall de rouler à ce moment-là. Il a roulé. Alors, il s'est fatigué un peu, mais pas énormément. Et puis après, dans le dernier kilomètre, il n'a pas osé partir à 500 mètres, de partir de loin. Il aurait dû essayer de partir de loin, Félix Gall, de surprendre les deux autres. Il n'a pas osé. Voilà. Et je crois qu'un petit complexe d'infériorité pour Félix Gall, mais pour moi, sur ce Tour de France, il fait partie du top 5 des grimpeurs sur ces 3 semaines de course. Alors, il va regretter les 6 minutes ou 7 minutes perdues en début de course. Quand tu regardes, il sera au niveau de Simon Yates. Ou d'Adam Yates même, je crois qu'il sera au niveau d'Adam Yates. Donc il aurait été dans le top 5 de la course. 8e, c'est un bon résultat. Il a tenu 3 semaines de course. Moi, je ne pensais pas qu'il tiendrait 3 semaines de course. Et ça va être intéressant pour l'avenir. Et puis, ça va lui redonner de la confiance. Et puis, AG2R, toujours capable de trouver des coureurs, de trouver des talents un peu partout. C'est quand même une équipe qui sait faire. Et pour moi, il devrait se concentrer sur les grands tours.
Parce que bon, sur les classiques, ça n'a pas été vraiment une réussite du côté d'AG2R sur ces 3 saisons avec Citroën. Citroën qui va partir. Par contre, il devrait être remplacé par un sponsor, co-sponsor français qui devrait remplacer l'apport financier qu'avait Citroën dans le projet AG2R. Donc voilà, il devrait y avoir un nouveau co-sponsor. Du côté des flops, Victor l'a fait parce que c'est toujours triste. C'est voilà, quand tu peux pas finir un Tour de France la veille de l'arrivée. En plus, il semblerait qu'il soit tombé. Victor l'a fait. Voilà, c'est dommageable parce que ça a commencé très bien son Tour de France, voilà. Et puis c'est un peu comme Nelson Poles, ils ont une fin de Tour de France compliquée. Alors lui, vraiment, à la 3e semaine, elle ne sera pas à retenir parce qu'avec sa chute sur le contre-la-montre, et donc là, peut-être une chute, j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. Ouais, c'est un peu triste pour Victor Lafay, mais alors, il nous a fait quand même rêver sur sa victoire d'étape le premier soir. Par contre, je suis assez surpris quand même que des grosses formations nous disaient. Alors, je pense que ça, c'est un coup des agents d'un agent de coureur qui veut faire monter les enchères. Je serais quand même assez surpris qu'on nous disait Jumbo, on nous disait UAE serait intéressé par Victor Lafay. J'ai rien contre Victor Lafay, mais je le vois pas dans une grosse structure comme ça, avec même avec un rôle d'équipier majeur. Pourquoi pas en tant que larbin de service, mais pas en tant qu'équipier majeur. Donc je vois pas vraiment qu'est-ce qui se ferait dans une autre formation. Je pense que Cofidis c'est plutôt une belle structure. Donc ouais, je serais assez surpris qu'il aille dans une autre équipe. Bon voilà, dommage pour Victor Lafay parce que voilà, c'est un Tour de France qui a commencé très bien et puis qui finit un petit peu en eau de boudin. Peut-être une erreur de concentration. C'est quand même un coureur atypique, Victor Lafay. C'est un coureur un peu le déconneur du peloton, on va dire ça comme ça. Le déconneur de chez Cofidis. Il me fait penser dans un autre sport. Tout à l'heure, je faisais UN Diniz, à Franco Montagny, qui avait toujours ce côté-là quand il faisait sa carrière de pilote de F1, de pilote de catégorie autre, Formule Nissan notamment. Il avait un petit côté je m'en foutiste qui n'en branlait pas une, alors que c'était un gros bosseur, mais il y avait une attitude comme ça, un peu de je m'en foutiste, qui peut-être lui a nuit à un moment dans sa carrière. Et Victor Lafay, il y a un peu cette attitude-là aussi, on a l'impression qu'il n'est pas très sérieux dans son travail, alors que bon, pour être cycliste professionnel et pour aller chercher deux victoires sur les grands tours, faut quand même avoir un minimum de professionnalisme. Mais il a une attitude bizarre qui, je pense, ne correspondrait pas à Ineos, à Jumbo, à UAE. À ces grosses structures-là, ça pourrait convenir peut-être plus à EF. Mais à ces structures-là où c'est sérieux intégral, où ça dépasse pas d'1 millimètre, voilà, je serais assez surpris. Mais on sait qu'il est en fin de contrat avec Cofidis, que pour l'instant il n'a pas été renouvelé. Après, il faut qu'il fasse attention aussi, parce que dans les équipes, parfois, on a des budgets qui vont se boucler assez vite, qui ne se retrouvent pas sans équipe l'année prochaine, parce que bon, on peut quand même noter qu'un géant Milocro, qui avait pourtant fait des bons résultats l'année dernière sur le Tour de France avec BNB Hotel, alors certes, il n'avait pas gagné, mais je crois qu'il avait fait un top 4 sur un sprint, s'est retrouvé chez les amateurs. Donc, il faut faire attention quand même du côté des agents, de pas jouer aux bébêtes. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou. Du côté des coureurs au top, Pogacar, les champions ne meurent jamais. Pogacar, il avait envie de la gagner celle-là. On l'a vu dès le matin et il s'est pas raté. Il s'est pas raté et pourtant à un moment, quand j'ai vu faire son attaque sur Vingegaard, pas prendre l'avantage, Vingegaard qui voulait pas passer, je me suis dit il va peut-être perdre la course à ce moment-là. Les mecs de devant vont peut-être reprendre trop de champ et ça va être compliqué. Sauf que il a jamais laissé plus d'une 20, une 30 à l'échappée, qui n'a eu que très peu de chance au final d'aller au bout. Et Pogacar, il l'avait coché celle-là. Enfin, je pense que mercredi soir ou jeudi soir, celle-là, il l'avait coché. Il voulait la gagner. Il se reposait pendant 2 jours. Et là, il voulait faire un All-Star pété dans tous les sens. Et il a réussi à le faire. Et puis, il finit quand même deuxième du Tour de France. Je rappelle que Pogacar sur le Tour de France, pour le moment, c'est une victoire pour 2 deuxièmes places. Que c'est au pire classement sur un grand tour. C'est 3e. Quand même pas mal pour un mec comme Pogacar. Il a été très très fort.
Pogačar aujourd'hui. Et puis il a montré que sur les qualités de puncher pur, Vingegaard peut pas le chercher. C'est sur les montées plus longues où Vingegaard a ce talent-là, mais en puncher pur, Vingegaard n'a pas ce talent-là. Donc voilà, très bon, très intelligent Pogačar aussi quand il a attendu Adam Yates. Il fumait la pluie vraiment derrière Félix Gall et Vingegaard. Il a très très bien géré. Il est resté très calme à chaque fois. Donc vraiment super tactique de course de UAE. Super course de Pogačar. Donc voilà, il a fait du très très bon boulot. Donc belle victoire de Tadej Pogačar aujourd'hui. C'est un lot de consolation pour lui, mais ça va lui redonner le sourire. Et puis, je rappelle que dans une semaine, il y a la Classica San Sebastian. Il fera partie des favoris pour cette course qu'il avait abandonnée l'année dernière. Donc, voilà, on espère qu'il n'abandonnera pas. Et puis, il sera peut-être face à Remco cette fois-ci. Il sera peut-être opposé à Remco Evenepoel. Carlos Rodriguez. Sacré mental quand même. Enfin, moi, je vous en avais déjà parlé, mais c'est quand même un dur au mal. Carlos Rodriguez, j'en avais parlé sur la Vuelta. Il s'était pris la même gamelle sur la Vuelta. Ça a été amoché de la même manière, à part qu'il n'avait pas l'arcade, mais il était complètement amoché. Carlos Rodriguez. Et il avait résisté l'étape même où il tombe. Il perd pas une place au général. Alors là, aujourd'hui, il perd qu'une place au général. Il a quand même été énormément attaqué. Et puis, il faut dire que physiquement, on voit qu'il était un petit peu sur la pente descendante en début de troisième semaine. Le col de la Lose n'avait pas été facile pour lui. Mais je trouve quand même qu'il a un mental incroyable, Rodriguez, parce que là, il s'est dégommé la gueule. Vraiment. Et avec l'arcade complètement pété, enfin, il était amoché de partout. Alors, j'espère que tous les tests ont bien été réalisés au niveau protocole commotion, qu'il n'y ait pas une surprise de ce côté-là. Qui dit arcade pété veut pas forcément dire commotion, parce que l'arcade, ça saigne très vite. C'est-à-dire vous pouvez vous ouvrir assez facilement l'arcade sans qu'il y ait commotion. J'espère que tous les tests ont été effectués correctement, notamment par les médecins du Tour de France, mais je leur fais confiance. Et du côté de Rodriguez, c'est quand même mentalement ça, la veille de l'arrivée, repartir au combat. Alors que tu sais que tes adversaires sont peut-être un peu plus frais que toi. Il peut remercier aussi Pidcock qui a fait un gros travail, notamment au début du plat, après le plat de Zervasel. Mais il a été vraiment impressionnant. Et son seul défaut, c'est de tomber régulièrement. Alors il faudra qu'il travaille ça, Rodriguez, qu'il soit plus imbile sur un vélo ou dans les descentes. Ou après, c'est peut-être faute à pas de chance aussi pour Carlos Rodriguez, mais chapeau quand même ce soir d'avoir perdu qu'une place au général, d'avoir résisté aux assauts de Pello Bilbao. Chapeau monsieur Rodriguez. Et c'est quand même une belle pépite. C'est dommage si Ineos le perd et qu'il arrive chez Movistar. Ça sera une belle recrue pour Movistar, mais ça sera une déception du côté d'Ineos parce que c'est quand même un coureur sur lequel ils pourraient compter. Mais bon, si leur objectif c'est d'aller récupérer Remco Evenepoel, Carlos Rodriguez, dans les années à venir, ça pourrait être du lourd quand même sur les courses par étapes. Simon Yates, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est un peu comme le reste de son Tour de France, qui a été, on va dire, discret. Discret, certes, mais au final, 4e de la course. C'est-à-dire que Simon Yates, il n'a pas fait beaucoup de bruit pendant ces 3 semaines, mais il a fait un bon Tour de France, pas de craquante. Il a perdu du temps, on va dire, régulièrement, mais 4e du Tour de France pour moi, pour Simon Yates, c'est un bon résultat. Et encore une fois, ça faisait depuis très longtemps sur un grand tour que je ne l'avais pas vu à ce niveau-là, Yates. C'est-à-dire aussi constant tous les jours de la course. Pendant ces 3 semaines, il a été très constant. Donc ouais, très, très belle course et encore très belle étape de Simon Yates qui a tenté à 3 km de surprendre. Ça n'a pas marché. En même temps, surprendre quand tu es en première position du groupe, c'est pas l'idée du siècle. Mais oui, je voulais saluer Simon Yates encore une fois. En sachant que David Gaudu a gagné une place. Il a perdu du temps aujourd'hui, mais il a gagné une place au général. Parce que ça, je n'en ai pas parlé avec Thibaut Pinot. Et puis Ciccone. Je termine avec Ciccone. Alors, je pense qu'on est beaucoup... alors, je sais que c'est un avis qui ne fait pas l'unanimité. Certains pensent que j'ai tort. Mais moi, je trouve que ce barème
du côté du Tour de France et du classement de la montagne est mal fichu. Que voilà, c'est un barème qui devrait être fait autrement au niveau du classement. Mais Ciccone, il l'a voulu ce maillot à pois. Il s'est bien battu pour l'avoir. Voilà, il est parti régulièrement en échappée. Là aujourd'hui, il sacrifie sa victoire d'étape. Je pense aussi qu'il a roulé un peu pour Thibaut Pinot parce que on a l'impression quand même. Il y a eu un geste à un moment où on voit le mec de la Groupama saluer de manière assez importante Ciccone. C'est que je pense que, bon voilà, peut-être que Ciccone, il a dit moi je prends que les points du classement de la montagne et après je roule pour Pinot. Parce que ça m'étonnerait pas parce que Ciccone c'est quand même un coureur qui est atypique. Mais lui aussi je pense on le retiendra en Italie après sa carrière, Ciccone, parce que c'est un mec qui a un gros caractère, mais c'est un mec qui respecte profondément le cyclisme, Ciccone. Et qui respecte profondément les supporters du cyclisme, j'ai l'impression. Hein. Là, c'est mon avis personnel. Et lui aussi, c'est un coureur qui, je pense, fait rêver les jeunes Italiens devant leur télévision, puis peut-être même les jeunes Français, par son attitude, par sa manière de faire et de sa manière de pratiquer le cyclisme. C'est un cyclisme d'attaquant. Alors, à la différence de Pinot, lui, il a moins joué souvent les classements généraux de grands tours. Il a tenté quelques fois. Je pense que c'était un peu contre nature et ça ne le plaisait pas. Mais je trouve que Ciccone, ça fait partie des grands personnages du cyclisme en ce moment. Et bah oui, il a respecté le maillot à pois. En plus, il a célébré à l'arrivée. C'était une belle image. Donc voilà, j'ai bien aimé l'attitude de Ciccone aujourd'hui, combattant, qui a fait rouler son équipe aussi. Hein. C'est vrai que Lidl Trek, ils ont roulé aujourd'hui pour le maillot à pois, pour un classement annexe. Et il faut saluer ce respect des classements annexes, parce que toutes les équipes ne le font pas vraiment, de respecter ce maillot-là. Et on peut le dire, chapeau. Ce qui n'a pas été le cas par exemple d'un Félix Gall. Félix Gall n'a pas voulu jouer le maillot à pois aujourd'hui. Il a décidé de s'en débarrasser pour jouer que le classement général. Moi, je voudrais rappeler à Félix Gall qu'il n'y a pas que le classement général dans la vie, qu'il y a aussi les classements annexes. Sinon, Richard Virenque, qui n'aurait peut-être pas non plus la même popularité s'il avait fini à chaque fois dans le top 15 d'un Tour de France. Mais voilà, Ciccone, il a voulu faire du cyclisme spectacle et aujourd'hui, j'ai bien aimé ça. On passe au bonnet d'âne. Bonnet d'âne, Vingegaard. Alors heureusement qu'il était plus fort sur ce Tour de France parce que au niveau tactique c'est pas ça Vingegaard. Hein. Là par exemple, j'ai pas compris pendant tout ce Tour de France pourquoi les 3/4 du temps il voulait pas collaborer avec Pogačar. Alors au départ j'ai dit c'est un complexe d'infériorité. J'avais dit ou c'est parce qu'il veut pas prendre le maillot jaune trop tôt. Au final bon il a eu le poids de la course sur les épaules très vite. Et là aujourd'hui alors que bon tu peux relayer Pogačar, t'es pas obligé de relayer à 100% avec Pogačar, mais tu peux passer des relais. Il a toujours pas voulu relayer. Et là, je ne comprends absolument pas. Parce que, avec un Pogačar, s'il avait passé des gros relais sur Pogačar, il aurait peut-être été émoussé physiquement et il aurait peut-être pas pu jouer le sprint à l'arrivée et Vingegaard aurait pu gagner l'étape. Mais j'ai pas trop compris son attitude à Vingegaard parce que s'il voulait gagner l'étape, alors il a pas appliqué du tout la bonne stratégie. Ça c'est clair et net. Il n'a pas appliqué du tout la bonne stratégie. Et il faut qu'il fasse gaffe en plus chez Jumbo par leur attitude parce que les propos par exemple du patron de l'équipe qui a dit que chez Groupama FDJ grosso modo on n'était pas professionnel, c'est pas des propos intelligents je pense surtout en ce moment. C'était parfois des propos qu'on voyait de Dave Bradford chez Ineos. Et ça donne pas une bonne image de ton équipe et c'est aussi un peu pour ça que le sponsor se bat. Alors, c'est à cause des problèmes financiers mais aussi c'est parce que je pense qu'il commence à sentir que l'image de marque est un peu affectée par l'image qu'a l'équipe au niveau du grand public et c'est vrai que ce type de propos plus Vingegaard aujourd'hui son attitude peureuse avec Pogačar. Il a couru petit bras, ce que je disais avec Godu, il a couru petit bras, souvent quand tu cours petit bras, tu gagnes pas. Et bon, il y en a des qui ont pris des risques aujourd'hui, Pinot, Pogačar, Simon Yates, et puis même Ciccone, et puis il y en a des qui ont couru petit bras, c'est le cas de Vingegaard, mais ouais, j'ai pas compris pourquoi. Et puis après, il demandait à ce que Félix Gall roule plus fort. Enfin, Félix Gall l'a vraiment envoyé chier à ce moment-là, et je pense que
voilà, il y a peut-être des noms d'oiseaux qui sont sortis entre les deux coureurs, parce qu'il y a un moment, si tu es leader de la course, tu assumes d'être leader de la course. On a l'impression, Vingegaard, pendant ces 3 semaines de course, qu'il était leader, mais qu'il assumait pas d'être maillot jaune, qu'il assumait pas d'être le plus fort de la course. Au niveau mental, c'est assez extraordinaire quand même du côté de Vingegaard, c'est-à-dire que il assumait pas d'être le coureur le plus rapide, voilà, d'être au-dessus de Pogačar. Enfin, ça a été assez surprenant de la part de Vingegaard. Moi, à la fin de ce Tour de France, je trouve encore que mentalement, c'est friable, Vingegaard. Heureusement qu'il était une jambe au-dessus de Pogačar. Je ne suis pas sûr que si au départ de cette étape, il n'y a que 20 secondes d'écart entre lui et Pogačar, au départ de cette étape du Markstein, qu'il soit encore maillot jaune ce soir, même s'il avait eu 20 ou 30 secondes d'avance sur Pogačar. Et puis dommage également pour Jumbo, la chute de Sepp Kuss qui sort du top 10. J'ai l'impression qu'une fois qu'il est tombé, son objectif c'était de rentrer au Bercail, c'était pas autre chose parce qu'il finit, je crois, très loin aujourd'hui, Sepp Kuss, parce qu'il se retrouve 13e, hein, même Pinot passe devant lui. Et il se retrouve à 37 minutes au général, donc il a perdu 20 minutes, je pense, aujourd'hui. On s'aperçoit qu'il y a 16 concurrents qui sont dans la même heure que Vingegaard. Hein. Le premier à plus d'une heure, c'est Ben O'Connor, qui est quand même 17e de ce Tour de France. Un Tour de France qui a été compliqué pour Ben O'Connor, mais il finit quand même 17e. On poursuit avec Rigoberto Urán, pardon, j'ai pas mis Dylan Teuns, j'ai mis Rigoberto Urán. Il était dans l'échappée aujourd'hui, il a tenté plusieurs fois sur ce Tour de France, c'est le dernier Bonnedan du jour, mais on a l'impression que du côté de Rigoberto Urán, il n'y a plus grand chose dans le moteur, c'est-à-dire que le poids des ans se fait vraiment sentir. Alors il tente, mais c'est vrai que c'est un peu comme Sagan, c'est un peu tristoun, parce que Urán, c'est un coureur qui a fait des podiums sur le Tour de France. Mais là aujourd'hui, le voir lâcher aussi loin de l'arrivée, sans vraiment impacter plus que ça l'échappée, ouais, ça m'a un peu attristé. Mais bon, je disais depuis quelques temps, Rigoberto Urán, c'est un petit peu compliqué en ce moment dans le cyclisme. Bon, nous, on en a fini cette étape. On se retrouve donc demain 7h pour la présentation de l'étape femmes, 8h pour la présentation de l'étape masculine, la Coupe du Monde de football féminin. Il y aura peut-être la vidéo ce soir, un peu plus tard dans la soirée. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et ciao ciao sur la Mec Production.